Salut, aujourd'hui Axial Yeti. Ça fait longtemps que j'aurais aimé vous le présenter. Moi, c'est un véhicule qui ne m'intéressait pas plus que ça. Je suis pas spécialement fan de Axial. Souvent, j'en ai essayé. J'avais le Axial Exio, j'avais le Yeti XL. Mais souvent, j'étais pas content des plastiques, certaines solutions techniques et surtout des amortisseurs catastrophiques et le prix relativement élevé, il faut dire ce qui est. On peut vraiment dire que c'est comparable à Traxxas. Tu as chez les deux marques évidemment, comme chez toutes les marques, des super modèles et le reste du parc c'est pas terrible et il y a plein de soucis avec. Et là on est vraiment encore dans la gamme qui me plaisait pas trop. Optiquement ça me plaisait bien. Après j'ai pris le XL forcément, pas au lieu du petit. Et là on a un petit. Voilà, grâce à un abonné. On a avec les liens d'origine. Ça veut dire qu'il a des options dessus. Un Max 10 SCT, ça aussi un truc souvent que je reproche à Axial, sous-motorisé. C'est clair, pas beaucoup d'espace pour les moteurs, pour les batteries, et sous-motorisé, ça c'est clair. Je veux pas aller plus vite avec ma Axial, mais quand tu sous-motorises pour aller à la même vitesse que les autres, tu chauffes, tu crames, c'est pas fiable. Ouais, je regarde à droite à gauche parce qu'il y a le pire des prédateurs qui rôde dans l'atelier, la mouche. On dit toujours le requin est un prédateur hors pair, mais en fait non, c'est la mouche. Parce que la maison est fermée, il pleut, je suis au fond de mon atelier, il y a une mouche qui a réussi à rentrer et me trouver à la cave et qui va un moment ou un autre dans la vidéo venir se coller en plein sur ma gueule, ça c'est certain. Voilà des amortos en veux-tu en voilà, chinoiserie. Alors attention, c'est bien, je vais vous les montrer. Surtout, ne les achetez pas. Évitez tous ces amortos que vous voyez sur eBay, Ali et autres. Tu vois, tu les reconnaîtras quand tu les verras. C'est de la daube. Les tiges se plient, les biellettes sont pas solides et surtout c'est rarement étanche. C'est mal calculé sur la longueur, les pistons vont taper généralement en haut. Et de plus, les pistons sont plus petits que les cordes à amortos, ce qui fait qu'il est nécessaire, dans la plupart des cas, de mettre de l'huile extrêmement épaisse à l'intérieur de ces amortos pour qu'ils fonctionnent normalement. Et l'autre, tranquille, elle est là, elle me regarde. Tu vas voir. Échappé. Le cerveau d'origine tactique, ça veut dire qu'on a aussi un autre cerveau dedans. C'est rien d'autre que le même cerveau qu'on trouve chez Arrma. Hein, même si ça fait voilà, Arrma et Axial maintenant c'est Horizon Hobby. Arrma n'était pas Horizon Hobby, mais ils avaient les mêmes cerveaux, sauf que là ils sont noirs au lieu de rouge. C'est un 15 kg et tout comme les premières générations de cerveaux Arrma 15 kg, c'est de la daube. Ah, Probé. Alors là c'est sûr qu'il est mort. Non, je rigole. Et il a été remplacé par un E-Tech. Enfin, il a une boîte de E-Tech, à voir ce qu'il y a là-dedans. Je suis curieux. On a un œuf qui contient des pièces d'origine aussi, au cas des billets, des machins. Ça veut dire là aussi il y a eu du remplacement de pièces par la pièce option. Ce machin est livré avec des billettes plastiques non réglables. Moi j'aime bien. Ça par contre j'aime bien. C'est flex. Le fait de ne pas pouvoir régler, ben tu peux rien dérégler. Ça c'est clair. Après, sur une marque qui te fait la chassimétrie comme il faut, c'est pas un problème. Sur certaines marques où la chassimétrie c'est du grand n'importe quoi, comme le Super Rockray chez Losi par exemple, tu reçois avec les roues comme ça. Tu es obligé, t'as pas de biais, t'as pas inversé en plus, hein, donc tu es obligé c'est des tirants en alu avec les rotules vissées dedans et tu te retrouves comme ça. Vraiment, avec les roues comme ça à l'avant, un petit peu d'ouverture c'est ok, mais là c'est vraiment n'importe quoi. Donc tu es obligé de desserrer tes biellettes et de mettre des cales en plastique d'1 mm de chaque côté pour que tes roues soient là où elles sont censées être. Les petites pièces en plus, ça c'est toujours livré en plus chez Axial. Tu reçois des casques en plus, tu as des têtes de mort, des casques avec des visières de crosse, des casques intégrales automobiles. Tout ça, ils ont toujours bien aimé faire chez Axial. Ça n'a jamais été mon trip, c'est bien, j'aime bien. Honnêtement, j'aime bien quand il y a un pilote dedans. Mais après, bon. Pas besoin non plus d'avoir 4 têtes de pilote, je préfère avoir un bon cerveau et un bon combo. The Notice Ready to Race, c'était la version RTR. Tiens, jetons un coup d'œil à comment qui avait fait cette notice. Alors, noir et blanc,
Dessin succinct, suffit large. Après, on reconnaît les éléments, c'est tout ce qu'il faut. Comment fonctionne la radio, même si le dessin, c'est pas la bonne par rapport à la radio qui te fournissent avec. C'était les premières versions de radio, ils n'ont pas changé les notices quand ils ont évolué. Le détail des pièces, l'éclaté, qui est aussi grossier, pareil avec ça, j'aime pas du tout. Tu as la référence des vis, mais tu n'as pas la nomenclature des vis à côté. Ce qui fait que là, il y a écrit par exemple AX A118. S'ils auraient pu l'appeler 318, on aurait su que c'est une 3x18. Par exemple, non. Et après, tu es obligé de voir ici dans le détail à quoi correspond cette vis. Ça, je suis pas fan. Là, tu mets des plombes à remonter ta caisse. Hein. Donc, c'est livré avec une Tactic TT X300. Comme j'ai dit, la même radio que tu reçois chez Arma. Voilà. Je suis pas fan de ces radios. Point de vue positionnement des ensembles, point de vue sensation d'utilisation et surtout des potards. Les potards se déplacent tout le temps tout seuls et il n'y a pas de neutre clair dessus. Donc il y a plein de jeunes qui m'appellent, enfin qui me contactent parce que la direction va moins bien alors que c'est le dial rate qui s'est déplacé. Ils ont des problèmes de neutre parce que le trim du neutre s'est décalé. Tu vois, c'est vraiment pas super. Je suis définitivement pas fan de cette radio. Mais elle fonctionne. Et c'est tout ce qu'on lui manque. Et voici la bête. Alors, celui-ci a souffert, il a servi et il est là pour une seconde vie. On va le bichonner, en mettre en route. Comme toujours, ici c'est un garage. Dans un garage, quand tu as deux types de garages, enfin trois. Ça, le garage de merde. Tu arrives avec ta caisse, tout est cassé, il faut tout changer. Grosse facture, à la fin, ils n'ont rien changé. Tu as le garagiste méticuleux consciencieux qui fait tout au quart de poil de micro-millimètre, mais qui te remplace quand même un peu trop d'éléments. Tu as une grosse facture à la fin, même si ton véhicule est toujours nickel. Et tu as ce que j'appelle le bon garagiste, c'est-à-dire le garagiste qui prend soin du client. Il connaît son client, il sait comment il roule, il sait combien de kilomètres il fait, et il change les éléments en conséquence pour que le client puisse faire ses kilomètres entre ces deux révisions sans le moindre encombre, mais sans exagérer. Exemple très simple, le petit vieux qui roule 2000 km par an, s'il lui reste 5 mm sur les plaquettes, le mécano de base va dire « faut changer les plaquettes, elles sont foutues ». Change les plaquettes. Le mécano qui connaît son client, qui sait qu'il fait que 5000 km, va dire « bon, les plaquettes, elles feront encore 7 à 8000 km, il en fait 5000 par an, je vais attendre la prochaine révision ». Tout simplement. Et tout le monde est content. Donc ici, tu es dans, j'espère, un bon garage. Et à l'écoute du client, on fait ce qu'il faut. Pignon d'attaque et couronne de ces Yeti. Comme il n'y a pas de bif central, problème. Il y a un slipper, mais s'il est mal réglé, problème, tu pètes l'arrière. Il existe donc plein de versions renforcées. C'est une machine aussi qui est très prisée par les optionneurs. Tu vois, par exemple, ici, on a un kit complet de machin orange. Mais quand tu as ce truc en main, tu sais déjà que la qualité est pourrie. Tu sais déjà que ça va pas le faire. Les liens, encore, on les renforce bien. Après, tu vois, ce genre de cardan, tu peux être sûr, c'est de l'alu avec un axe dedans 3 mm en acier qui ne fait même pas toute la surface, regarde. Regarde ça. Tu vois. Il dépasse même pas, ça veut dire que là, en brushless, 2-3 accélérations, tu as laminé la pièce en alu, c'est pas la peine. Il y a des espèces de bedlock. Est-ce qu'ils sont à rajouter par-dessus? Non, qui remplacent, donc c'est pas pour ces roues-là. On a eu qui pèse une blinde, tu mets du truc lourd quand tu crawles, mais pas, t'as pas besoin ainsi, pardon, attends. C'est quoi cette histoire? Tu vas me dire que ça c'était une jante alu complète? Hop, sors de là. Ouais, on a le moyeu, regarde. Non. Regarde, ils te font des jantes en alu complète, réellement bedlockées, et avec ton moyeu modulable. Parce que tu as des petits, des gros moyeux pour changer la distance de la roue par rapport à l'essieu. Mais bon, ça pèse une tonne. Ouais, c'est bien en crawler, mais c'est tout. Hein. Franchement, ça n'a rien à faire là. Les biellettes aussi, tu vois. C'est bien, tout le monde veut des biellettes alu pour pas que ça casse. C'est pas bon, les biellettes alu. Regarde comment c'est fait. Tu as la rotule qui est prisonnière ici, pour une petite bague pressée. Ici, 2-3 efforts, et hop, la bague va sortir de la biellette, et c'est foutu. Donc c'est pas utilisable sur un engin comme ça, qui est un Rock Racer, c'est un engin qui est fait pour rouler quand même un peu plus vite dans le tout-terrain.
ce qui est sympa sur ce petit Yeti, c'est que c'est basé donc sur la taille des Shortkers 1/10 et autres. Ils ont mis des roues un peu plus grandes, pas trop épaisses, on pas trop de motricité et ça lui donne une bonne garde-sol, une bonne capacité de franchissement. Là, on a les amortos axiales dedans, ça flotte bien. Il y a du boulot à faire sur le réglage de suspect. Après là, en tout terrain, quand tu es réglé mou comme ça, là, vraiment, ça nage. Ça fonctionne bien. En plus, on a une bonne barre stable là derrière, elle est archi balèze. Franchement, ça doit être pas mal. Il y a de quoi faire. Le fait que ce soit une cage, c'est super sympa parce que c'est solide. Il est rare de devoir changer un élément de carreau quand tu as une cage comme ça. Après, comme souvent les Rock Racers, moi ce qui me manque toujours, c'est un petit bout à l'arrière. Je sais pas, c'est optiquement, moi ça m'a toujours dérangé. Le Yeti XL par contre a une super gueule. J'adore. Là, il me manque un petit, je sais pas quoi. J'adore le GOM par exemple, le G-Made GOM, le GOM, il est, moi j'adore. On a donc suspension triangulaire à l'avant, pont à l'arrière. C'est un truc qui s'est répandu ces derniers temps en RC. Pour changer un petit peu, moi je trouve ça bien. La cage à l'arrière, ça c'est pas mal. T'es pas obligé d'enlever les goupées arrière, tu peux juste la basculer. Ça, c'est une super idée. Regarde ce qu'ils ont fait là. C'est génial. T'es jamais penché dessus. Tu peux laisser la cage fixée avec les clips. Si tu enlèves les clips, tu peux l'enlever facilement. Pourquoi ne pas avoir repris ça sur le XL? Pourquoi ne pas avoir repris ça sur le Super Oakley chez Losi? Hein, il y a vraiment plein de choses à faire. Une fois que tu as enlevé la carreau, l'engin est beaucoup plus petit. C'est encore plus flagrant sur la version Score, c'est-à-dire la version Shortkers, puisque tu as ça avec une carreau de Shortkers 1/8 dessus, 1/10, pardon. Et l'anthrax de cette machine, que je te trouve le mètre, est quand même de 360 mm. On est plus long qu'un Slash qui a 325, on est plus long qu'un Buggy. Tu vois, ça c'est étonnant par contre, on s'y attendait pas, tu vois. Ce qui fait que en fait le Yeti Score en Shortkers est quasiment, on peut dire, un Shortkers 1/8. Problème évidemment, le poids en plus de la carreau, alors que ce sont que des éléments de indice. On a des petits triangles, des petits diffs, des petits roulements. Donc à un moment, tout ça c'est trop lourd. Là-dedans, on a par contre un bon choix de moteur. On a un 3660 3150 kW. Ça, c'est un choix qui me plaît. Je crois que l'Osi a fait un peu plus petit. Variateur d'origine à fumée, c'est pour ça qu'il y a le Max 10. On a même reçu la lipo avec. Et ouais, il a servi, mais ouais. Je vais vous dire honnêtement, après un bon coup de nettoyage, cet engin aura déjà bien meilleure allure que ça. Là, il a pris un peu de rouille, rien de bien méchant. Bar stab avant d'origine, c'est en option. C'est vrai que le pont stabilise quand même bien l'engin. On a 2-3 vis qui ont souffert. Ouais. Cardan arrière retracing, petit axe de 2 mm dedans. Ça paraît un peu inquiétant, mais ça peut suffire. Ouais. Ça va, franchement. À voir quand on va l'ouvrir, on va regarder dedans. Il y a un problème de diff déjà. Déjà à l'arrière, c'est sans diff. Tu as un diff à l'avant, tu n'en as pas à l'arrière. Et il n'y a pas de centrale. Ça fait un peu beaucoup de diff qui manque. Si tu as un engin qui, évidemment, c'est sûr, pour la motricité, c'est bien. Mais le problème, c'est quand tu n'as pas de diff centrale et que tu n'as pas de diff arrière, le diff arrière ne vit jamais longtemps. C'est impossible. Tous les efforts mécaniques tapent dans le diff arrière et dans l'essieu arrière. C'est catastrophe. Tu as tout qui force sur les roues, tu as les hexagones de roues qui claquent, tu as le pont qui prend dans la tronche. C'est vraiment pas super. Je suis pas fan du tout. Je pense que de toute façon, on peut transformer le pont arrière, l'essieu arrière rigide en pont arrière à diff. Donc on mettra un diff là-dedans, à l'arrière, puisqu'il n'en a pas au centre. Il n'y a pas moyen. C'est pas prévu, il n'y a pas de place. On verra aussi si le slipper est bien réglé. Ce qui est sympa, c'est qu'on a tous les liens réglables pour l'avant. Et ah, tu vois, voilà. Là, c'est le diff avant qui a gonflé. Hein. Aïe, aïe, aïe.
The diff avant is dead. Là, nous avons couronne et pignon à remplacer à l'avant. On va s'en occuper. Tranquille. Une chose après l'autre sur la liste, puisqu'on arrive déjà fin 2020 avec ma liste à choses à faire. Non, je déconne. Je dis un véhicule par jour. Attention, on part pas à 365. Hein. Samedi, dimanche, on ne travaille pas. Enfin, à un moment, il faut faire les miennes. Mais ce n'est pas quelque chose à faire. Pneumatique. Ouais. Pas mal. Solide, la carcasse est solide. Ça, c'est un truc que j'aime bien. C'est ce que je reproche au Summit. Tu vois, la mouche, regarde. Elle m'attend. La carcasse des pneus est solide et ça, c'est bien. Surtout sur un Rock Racer, c'est ce qui est dommage sur le Summit, c'est que les pneus de côté se déchirent beaucoup trop vite. Là, on a une carcasse bien solide. La mousse, on aurait espéré un peu plus, mais bon, c'est déjà pas mal. On va nettoyer la bête, on va faire la vidéo de démontage, parce que ça, il y en a plein dans la nature, puisque, comme dit, c'est la même base sur le Yeti Kit, le RTR, le ARTR, je crois qu'ils ont fait une ou deux versions, il y a, ou même trois, il y a la version Score, on va donc se pencher là-dessus. Ce qui est intéressant donc aussi, c'est que, évidemment, on pourrait prendre une cage et une carreau de Yeti Score pour la coller sur le Hobao 8SC. On a effectivement le même anthrax, les mecs. Largeur, ça doit le faire aussi. Hein, ça doit être jouable. Alors une bonne gueule, par contre, c'est sûr que la carrosserie axiale, elle est fragile. Vaut mieux rouiller avec une incassable. Distribué par moi. Alors, et on a effectivement donc le petit E-Tech à bord 965 MG. Est-ce qu'on a les specs de ce petit cerveau? Je ne suis pas super fan des cerveaux E-Tech. Il y en a plein qui sont fans de ces cerveaux. Ils sont extrêmement chers. Et la fois, j'ai regardé les specs. On avait pour 70-80 € un cerveau 9 kg. Aïe! Le prix d'un moteur brushless 1/8 6S. Alors, tension de 4,8 à 6 volts. Et c'est tout. Ah, j'adore ces descriptifs. Donc on verra ce que c'est. 965 MG, 9,65 kg. Bon, j'espère qu'il fait un peu plus que 9 kg, sinon c'est sûr que là-dedans il va souffrir. On a la direction aussi alu GPM, orange. Là, pour la direction, ça peut aller le GPM. Après, faites gaffe avec les alus. Là où est placé le contre-cône, tu as rapidement une usure avec la saleté et donc rapidement du jeu dans la direction. Et la lipo, elle est là-dedans. Je viens de voir un truc, c'est qu'elle est... C'est le véhicule qui maintient la lipo pour pas qu'elle explose. Tonton nous a envoyé une bombe. Alors, que je te regarde comment je te sors cette lipo. Une trappe sur le côté. Pas de trappe sur la caisse. Donc en fait, tu enlèves tes deux clips avant, tu lèves ta caisse, tu arrives à la lipo. Là, la solution me plaît. Accès lipo, place moteur, tout ça, ça va. Et cette lipo ne sera certainement plus utilisée. Regardez-moi ça, elle est à l'agonie. C'est un poisson rouge qui est resté au soleil après être sorti de l'eau 3 jours. Ça, on va la vider. Et pour vider une lipo, le chargeur ne peut pas la vider à 0. Le plus simple, ça c'est une 11 volts. Tu mets une simple ampoule automobile au bout 12 volts. Attention, ça chauffe. Tu fais ça dehors, sur le goudron. Tu fais pas le kicker. Et on va laisser cette lipo se vider à 0. Et quand elle sera 0, elle va partir à la déchette pour le recyclage. Alors, comme je l'ai dit, on démontera ça. On fera le nécessaire au niveau des réglages de suspension. Encore, tu vois, à l'arrière sans la cage, ça peut aller. À l'avant, c'est définitivement pas bon du tout. Donc on fera les réglages de suspension nécessaires. L'angle aussi du pont arrière du cardan me semble bizarre avec ces liens. Je sais pas. Cet angle ne m'inspire rien. Et évidemment, remise en état des diffs. Au passage, on verra ce qu'on peut trouver en diff plus balèze.
Si déjà. On a aussi, oui ça c'est typique aussi Axial. Axial s'obstine comme HPI bizarrement à vous livrer des rotules en plastique. Les rotules en plastique ça se bouffe hyper méga vite et les versions ferraille sont en option et tu en as vite pour une vingtaine d'euros à équiper ton engin avec des rotules ferraille. Et ça, moi je trouve ça moche. Honnêtement je trouve ça moche. Surtout au prix où sont vendus les petits Axial. C'est un peu dommage. Après là, tu as quand même un véhicule consommateur assez gros. Hein. On est vraiment, si tu regardes, comme il a un Anthrax plus gros qu'un 8, on est sur du plus gros que du 1.8. Hein, tu vois, là on a le petit buggy 1.8, là on a le Axial Yeti XL, Yeti normal. Par contre, quand tu vois ça, et que tu vois ça, honnêtement, t'as peur. Comme il est plus grand, il est plus lourd, il n'y a que 3S à bord, ça suffira, c'est clair. Un petit buggy comme ça en 4S, on en a pour 4 kg. Je pense que cet engin fini, on verra quand il sera fini avec la lipo à bord. Je pense qu'on dépasse les 3 kg quand même, hein. On va être plus lourd qu'un SC110. Quoique, il n'y a pas grand chose après sur la structure, comme c'est un pont à qui se balade, on a des grands bras, mais châssis relativement petit, donc on verra le poids. C'est peut-être écrit sur la boîte, mais là à l'envers. Qu'est-ce qu'ils nous disent là? Donc ça c'est un engin qu'on verrait bien, la même structure avec juste des triangles 2 fois plus gros. Ils auraient pu partir sur une structure 1.8 dans cette taille là et le livrer avec un... S'il fait moins que 3,5 kg par exemple, on peut mettre un 3674 2400 kV dedans en 4S, on serait relativement à l'aise. Est-ce qu'on a les specs au début? Non, on n'a pas de specs. Donc on verra ça quand on aura fini. Pilote de Axial Yeti, faites-moi signe, dites-moi quelles sont les options que vous avez essayées qu'il faut éviter, lesquelles vous avez, les options que vous avez montées qui pour vous sont top, les casses que vous avez eues, les casses récurrentes, bon le diff arrière ça c'est clair, sans diff central, sans diff arrière, la couronne et pignon d'attaque arrière c'est systématique. Là c'est pour une fois l'avant qui a lâché, mais ça arrive avec l'usure des roulements et les efforts qui sont causés à la caisse. Et voilà. La cage, je suis pas inquiet, c'est sûr, j'avais le XL, j'ai jamais eu de souci avec cette cage, c'est génial, jamais eu de souci avec le châssis non plus. Voilà. Moi, j'attends vos retours, j'attends vos commentaires les mecs. À bientôt, bonne journée à tous.